Alors je vais enregistrer la présentation, comme ça vous pourrez retrouver les différentes choses qui auraient été montrées. Et puis je donnerai aussi les liens, les diapos. Elles seront présentes, les diapos, dans le groupe Facebook du Centre de culture numérique, qui est un groupe Facebook dans lequel on met des choses par rapport aux ateliers. Et puis je les mettrai aussi dans le groupe LinkedIn pour le master donc communication, formation, technologie. Qui est un groupe ouvert, s'il y a d'autres personnes qui veulent se joindre à nous, comme on a des oui, alors là, quelques personnes donc, qui sont nouvelles. Donc je travaille au Centre de culture numérique ici, je suis informaticien et je fais aussi un petit peu de la veille sur les technologies et sur les usages, en plus de la programmation classique. Et ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est le sujet des jeux vidéo. Alors la plupart d'entre vous ont vu des choses sur les jeux sérieux, si j'ai bien compris, dans le cadre du master. Donc pour ma part, je ne vais pas beaucoup insister sur les jeux sérieux, mais je vais vraiment essayer de voir les jeux vidéo en tant que, on va dire, divertissement accessible à tous. Quel type de motivation chez les joueurs, quel type d'usage. On essaiera de voir s'il y a des intérêts qu'on peut récupérer peut-être pour l'apprentissage ou pour l'éducation. Et j'essaierai aussi de vous sensibiliser à des dangers qui peuvent exister dans certains jeux. Tout ce que je vais dire ici ne représente pas forcément l'opinion de l'université, c'est simplement une expérience par rapport au jeu et une interprétation pour essayer de comprendre ce qu'est ce phénomène. Et pour ma part, je joue à des jeux vidéo depuis le tout début des jeux vidéo avec les Pong, là. C'est début des années 80, fin des années 70, où ça commence à devenir accessible donc au grand public. Donc la première des choses qu'on va essayer de se convaincre, et je crois que je peux passer en plein écran comme ça, c'est qu'il s'agit... Alors j'utilise un outil qui s'appelle reveal.js qui permet donc de faire les diapositives. Pour passer à une diapo et une autre, il suffit d'utiliser la touche espace quand vous aurez les diapositives. Et on peut utiliser aussi les flèches qui sont toutes ici en bas à droite. On peut faire échapper aussi pour voir toutes les diapos, mais je ne vous les montre pas pour l'effet de surprise. Et puis finalement, donc on va essayer de voir que c'est effectivement un phénomène important, celui des jeux vidéo. Peut-être au moins à 3 niveaux, économique, démographique, et puis aussi sur la durée d'engagement des participants. Économique, parce que ça génère beaucoup de revenus. En 2015, les revenus estimés, c'est 80 milliards de dollars. Alors nous, on a du mal à savoir si c'est beaucoup ou pas. En 2018, ça devrait être 100 milliards de dollars. Et si on la compare aux autres industries du divertissement, entre guillemets, on est largement au-dessus, puisque Hollywood, c'est 10 fois moins. Donc on est sur une industrie qui génère énormément de revenus. Et certains pays l'ont compris plus vite que d'autres, notamment l'Angleterre et le Canada, ont essayé d'aider cette industrie parce qu'il y a simplement, même si on ne comprend pas bien ce que c'est que le jeu vidéo, même si ça peut faire peur sur certains aspects, il y a quand même un bénéfice en termes d'économie pour un pays. Donc ça c'est déjà une première métrique. Ensuite il y en a une qui est démographique. Pour les gens qui ne jouaient pas aux jeux vidéo, les jeux vidéo c'était forcément pour les enfants et puis peut-être quelques personnes esseulées comme ce personnage ici qui n'est pas bien intégré dans la société et puis on le remarque tout de suite. Alors les études démographiques sur les joueurs des jeux vidéo, sachant que c'est accessible pour la population depuis début 1980, des années 80. En France, en 2015, ça c'est l'étude IFOP, 3 Français sur 4 jouent à des jeux vidéo. Alors ça varie en fonction de l'âge. Chez les jeunes ou les jeunes adultes, on est dans la tranche des 90% de joueurs. Mais on a aussi des joueurs chez des gens qui n'ont pas grandi avec les jeux vidéo. Et chez les seniors, on est à environ 1 personne sur 3 quand même qui joue à des jeux. Alors les jeux vidéo se sont démocratisés aussi avec la démocratisation des accès à ces jeux. Et notamment ce qui permet beaucoup la démocratisation des jeux aujourd'hui, c'est les jeux sur mobile et sur tablette, puisque la plupart des gens ont maintenant de plus en plus des smartphones. Ensuite, au niveau de la répartition entre les hommes et les femmes, à votre avis, c'est
Voilà, hein. En fait, c'est pareil, mais par contre, il y a des genres de jeux qui sont très typés masculins. Les jeux de tir, il n'y a pas beaucoup de filles. Les jeux de voiture, de foot, etc., ça c'est très masculin. Toi, J'ai adoré les jeux de tir, tu joues à des... Bon, on en parlera. Tu nous partageras ton expérience. Ah, mais on peut faire de la balistique, de la physique, gravité, tout ça, ça marche bien. Voilà. Et la moyenne d'âge du joueur, c'est pas forcément quelqu'un de très, très jeune, puisque tout le monde peut jouer à des jeux finalement depuis les débuts 80. Et c'est dans la trentaine, ça varie en fonction des études. Certaines études disent 31, d'autres 35, etc. Mais donc aujourd'hui, c'est plus seulement donc réservé à des jeunes enfants. Et c'est aussi quelque chose de significatif en termes d'impact au niveau du temps de jeu. En France, le temps de jeu moyen, donc par session, c'est quand même plus de 2 heures. C'est quand même pas mal, hein. Et la moitié des joueurs français jouent tous les jours. Et certaines catégories de jeux, comme les jeux en ligne, et surtout les jeux en ligne massivement multijoueurs, la moyenne française, c'est 25 heures par semaine. Ça fait peur, hein. On verra un peu la partie sur les dangers. 25 heures par semaine, c'est presque un mi-temps. Voilà. Donc ça fait beaucoup. Aux USA, la durée cumulée à 21 ans, l'étude qui a été faite là-dessus, c'est 10 000 heures à 21 ans, cumulée. Et 10 000 heures, c'est un chiffre intéressant. Vous avez jamais entendu ce chiffre-là ? C'est un chiffre intéressant parce que c'est le temps qu'il faudrait pour devenir virtuose dans une discipline. Il y a des études qui ont été faites, un bouquin qui est sorti là-dedans, et que si vous avez des compétences pour une discipline, si vous mettez 10 000 heures, ben là, c'est effectivement la durée qui fera de vous un virtuose si vous en avez les capacités. Mais 10 000 heures, c'est aussi très significatif, parce que c'est pas que ça, c'est que si on le compare au cursus scolaire, ben c'est en fait la même chose. Donc en gros, à 21 ans, un jeune Américain, il a passé quasiment autant de temps à l'école que dans un autre truc qu'on appelle les jeux vidéo. Et le but du jeu, ben, ça va essayer de comprendre ce phénomène et puis de voir quand même s'il y a aussi quand même des choses intéressantes qui ont été qu'on peut en tirer et si ce n'est finalement que du divertissement ou pas. Et on verra si on peut aussi retirer des idées pour l'apprentissage ou pour l'éducation. En tout cas, c'est un phénomène important. Et on va essayer d'interpréter. En tout cas, moi, je vais essayer d'interpréter avec mon expérience. Et puis, n'hésitez pas ensuite à partager votre expérience et votre compréhension du phénomène. En tout cas, qu'est-ce que c'est qu'un jeu vidéo ? Déjà, il faudrait arriver à définir ce que c'est qu'un jeu vidéo. Et en fait, c'est pas si simple que ça que de définir un jeu vidéo. J'ai un peu réfléchi et c'est pas si simple que ça. Parce qu'on pourrait se dire qu'un jeu, c'est forcément quelque chose qui a un objectif. Ben, il y a des jeux qui n'ont pas d'objectif. Par exemple, même les Lego, on ne vous dit pas exactement ce qu'il faut que vous construisiez avec. On vous donne des possibilités. Et les briques, c'est simplement des possibilités que vous pouvez assembler, machin, etc. Mais il n'y a pas d'objectif. Par contre, ce qu'on sait, ce que je pense savoir, c'est que ce n'est pas un médium de divertissement comme les autres. Comme la musique, comme le cinéma, comme la lecture. À votre avis, qu'est-ce qui est différent ? Le gain, le succès. Ouais, le gain, le succès, ça veut dire que on peut être dans une situation d'échec où voilà, on est actif et on est interactif. Ouais. Interactif, actif, ce qui peut amener effectivement à des situations de réussite ou d'échec. Et ça, c'est très différent de tous les autres médiums, parce que vous pouvez aller au cinéma, si vous n'avez pas bien compris toute l'histoire et que vous avez un peu dormi, il n'y a personne qui vous arrête et qui vous sort de la salle. Même chose pour la lecture. Là, si vous n'êtes pas suffisamment bon dans certains jeux, bah, le jeu vous empêche d'aller plus loin et vous met en situation d'échec. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est différent. Et ce qu'est aussi peut-être le jeu vidéo, c'est peut-être simplement la démocratisation de l'accès à des jeux. C'est peut-être simplement des jeux, des jeux vidéo. Simplement, on les a en format numérique sur un écran. Et peut-être que le numérique a permis de faciliter l'accès à ces jeux.
Et pourquoi le numérique, à votre avis, ou le logiciel permet de faciliter l'accès au jeu, au fait de jouer? Alors, pour l'instant, je vois ces trois-là. La première des choses, c'est qu'on n'a pas besoin de mémoriser les règles dans un jeu vidéo, puisque c'est le jeu vidéo qui va se charger finalement d'être l'arbitre. Quand on joue à un jeu qui n'est pas vidéo, l'une des premières phases d'apprentissage, c'est d'apprendre les règles, et puis surtout qu'il y ait quelqu'un qui connaisse quand même bien le jeu pour arbitrer et que personne ne triche. Donc là, le jeu vidéo permet déjà de faciliter cette première phase d'apprentissage. Mais si on ne mémorise pas les règles, on n'avance pas. Tu verras, on va du coup développer d'autres compétences pour apprendre comment fonctionne le jeu. Et on verra effectivement ça tout à l'heure. Mais en tout cas, ce qu'on est sûr, c'est qu'il y a un arbitre. Ça va être l'ordinateur, c'est lui qui va dire si oui ou non vous respectez les règles ou pas. Vous ne pourrez pas de toute façon tricher. Ensuite, ça a donné aussi la possibilité de créer des jeux simples joueurs, single player, beaucoup plus complexes que simplement le morpion ou bien le solitaire. Puisque là, l'ordinateur va pouvoir créer un environnement, créer tout un tas de règles, et donc ça, c'est un aspect aussi. Et ensuite, c'est la possibilité de trouver très facilement des joueurs à n'importe quelle heure du jour, à n'importe quelle heure de la nuit, pour jouer à des jeux en collaboratif ou en compétitif. Et les jeux en réseau se sont très vite développés à partir de 2005 surtout, où l'ADSL et la facilité d'avoir une connexion Internet qui soit fiable et qu'on ne paye pas à la durée, mais qui soit simplement un abonnement mensuel, s'est développé. Donc du coup, ces trois points-là expliquent peut-être l'importance des chiffres qu'on a vus tout à l'heure en termes de phénomènes. Mais après, si on a une facilité d'accès au jeu, il faut encore qu'il y ait des gens qui ont envie de jouer. Parce que s'il n'y a personne qui a envie de jouer, ça ne va pas le faire. Alors, j'ai essayé de trouver sur Internet ce que pensent les grands penseurs de l'humanité sur les jeux. Donc, j'ai cherché des citations concernant les jeux. Et j'ai été étonné de trouver des citations qui sont en décalage avec la société dans laquelle moi j'ai grandi, et l'école et tout ça, ma carrière scolaire. Et donc on va voir ces citations-là, et elles sont assez étonnantes. Donc on va commencer par la première, elle est simple celle-là. Les enfants n'ont point d'affaires plus sérieuses que leur jeu. Ça, c'est Montaigne qui explique ça. Et effectivement, quelqu'un qui joue à un jeu, surtout avec d'autres, vous avez envie de gagner, c'est ce que tu expliquais la dernière fois, quand tu les as fait participer avec les jeux de questions-réponses, et puis le fait que ce soit qu'il y ait un classement, ils étaient sérieux. C'était quelque chose d'important pour eux. Ça se rappelle à l'ordre aussi, quand je vois mes enfants, quand il y en a un qui veut jouer autrement, parce qu'après tout on pourrait détourner le jeu, mais les autres ne sont pas d'accord, ils disent mais non, c'est pas ça la règle, va-t'en, ils excluent celui qui veut faire autrement, etc. Donc c'est vrai que ça a l'air vraiment important, quoi. On ne fait pas n'importe quoi avec le jeu. Non, fais pas n'importe quoi. Joue et tu deviendras sérieux. Je sais pas ce qu'ils ont fumé là, mais alors pourtant c'est un gars sérieux, il avait bien commencé dans la vie celui-là, il s'appelle Aristote. Donc joue et tu deviendras sérieux, et c'est même pas optionnel. Si tu veux être sérieux, il faut jouer. Bon, d'accord. Alors celui-là il dit c'est un homme sérieux, il passait son temps à jouer. Franchement ils sont bizarres tous ces gens. Et elle s'appelle Lewis Carroll. Donc c'est un écrivain, une mathématicienne, Alice au pays des merveilles, c'est elle qui l'a écrit, etc. C'était un homme sérieux, il passait son temps à jouer. Bon. Ensuite, la maturité de l'homme, c'est d'avoir retrouvé le sérieux qu'on avait au jeu quand on était enfant. Et ça, c'est Nietzsche qui dit ça. Donc quelque part, les adultes... Pardon ? Il faut commencer à jouer, dès aujourd'hui. Donc quelque part, les adultes, pour Nietzsche, les adultes qui ne jouent pas, ce seraient peut-être des gens qui ont un problème de refoulement quelque part. Bon, on n'avait pas expliqué ça à l'école. Chaque homme cache en lui un enfant qui veut jouer. Toujours Nietzsche. Le plus grand plaisir humain est sans doute dans un travail difficile et libre fait en coopération, comme les jeux le font assez voir. Ça, c'est Alain, qui est un philosophe français. Et ça, c'est clairement ce qu'on peut voir dans des jeux en ligne, puisque c'est très collaboratif ou compétitif en équipe.
Et puis si on va maintenant du côté de l'apprentissage, les rudiments de la connaissance sont assimilés au fil des jeux. Alors ça, vous savez qui c'est? Non. Ça, c'est Mahatma Gandhi qui dit ça. Et c'est même pas optionnel apparemment. Et puis finalement, alors là, le top de la citation délirante, le jeu est la forme la plus élevée de la recherche. Donc ça, forcément, ça peut pas être quelqu'un de sérieux qui raconte quelque chose comme ça, quoi. Donc à votre avis, c'est qui, ça? Alors c'est Albert Einstein qui dit ça. La plupart des citations, je les ai quand même trouvées sur une unité mixte de recherche qui est un labo de mathématiques à Lyon. Et donc pour ces chercheurs, ces citations-là, apparemment, elles ont du sens. Mais c'est vrai qu'elles semblent être un peu en décalage avec l'image, enfin en tout cas moi l'image que j'ai pu percevoir dans ma longue période, parce que j'ai quand même traversé une partie du XXe siècle. Et bon, donc avec une société qui n'a peut-être pas le même regard par rapport au jeu. En tout cas, ces citations-là, si elles sont vraies, si elles correspondent à quelque chose de partagé dans l'être humain, ben à ce moment-là, ça pourrait peut-être expliquer pourquoi il y a tellement de gens effectivement qui jouent à des jeux et qu'on voit les chiffres qu'on a vus tout à l'heure. Mais la place de la société dans le jeu, celle que j'ai vue en grandissant, c'était pas celle-là. Parce que la perception du jeu, aujourd'hui, on est juste en train de rentrer dans une acceptation de ce que c'est que le jeu vidéo, voire même une certaine forme de culture. On commence à en parler, il commence à y avoir des documentaires intéressants sur Arte notamment. Mais la perception, elle est souvent négative. On pense souvent que c'est forcément quelque chose de violent, que c'est forcément quelque chose qui est une perte de temps. Et d'ailleurs, on invente même des expressions pour bien montrer que, par exemple, le jeu sérieux, serious games, c'est une expression qui a été inventée avant les jeux vidéo. Et c'était bien pour dire que, attention, c'était pas vraiment du jeu, parce que c'est sérieux, quoi. Hein. Alors que les citations qu'on a vues tout à l'heure, elles disaient que le jeu, c'est forcément sérieux. Donc peut-être même que cette citation, elle montre un problème, finalement, d'acceptation de la notion de jeu dans la société actuelle. Et puis ça m'a rappelé un livre que j'ai lu il y a une dizaine d'années, qui était au rayon business, parce qu'il est conseillé par le Financial Times. Et ce livre a été écrit par un philosophe finlandais qui étudie dans ce livre la relation du travail par rapport au jeu. Et en fait, c'est dans le rayon business, parce que des entreprises comme Google cherchent des gens qui envisagent le travail comme un jeu. Et la notion de hacker ici n'est pas du tout celle des cybercriminels, mais est celle des gens justement qui ont une forme d'apprentissage qui est liée, très étroitement liée au jeu. Et il donne notamment l'exemple de Amadeus Mozart, etc. Enfin, il analyse dans ce bouquin aussi l'évolution du travail dans le temps, et donc des choses que moi je ne connaissais pas. Et semble-t-il, la notion de travail, elle a évolué dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu des périodes où les gens ne travaillaient pas pendant de longs mois, notamment en hiver, et ça ne posait pas plus de soucis que ça par rapport à l'intégration de l'individu dans la société. Et à la période calviniste, d'après ce livre, est apparue ce qu'on appelle l'éthique protestante du travail. Il y a une page Wikipédia qui explique le développement de cette éthique. Et à ce moment-là, la valeur du travail est apparue comme une valeur centrale dans l'intégration des individus dans la société. Parce qu'à l'époque, ils rigolaient pas beaucoup pour travailler. Les tâches n'étaient pas automatisées, c'était forcément quelque chose de difficile. Et l'acceptation de l'individu dans la société, elle se faisait par des gens qui, effectivement, passaient du temps à travailler, mais pour le bien de la société-là. Alors moi, mon interrogation, c'est que je me demande si, à cette période-là, finalement, le jeu qui semble un petit peu à l'opposé de la notion de travail, le jeu divertissement, si finalement c'est pas cette période-là que cette notion de jeu, elle a perdu un petit peu son statut, enfin ses vertus en tout cas, telles qu'on les a vues dans les citations super positives des autres penseurs qu'on a vus tout à l'heure. D'ailleurs, on peut interroger les joueurs sur leur motivation, et c'est que depuis très récemment qu'on leur pose cette question-là. Finalement, pourquoi vous jouez ? Avant, on ne leur posait pas la question parce qu'on pensait que c'était forcément du divertissement. Et d'ailleurs, quand on pose la question aux joueurs, moi c'est une question que j'aime bien poser aux joueurs,
Et souvent, ils sont étonnés de la question parce qu'ils n'ont même pas pensé pourquoi est-ce qu'ils jouent, ils ne le savent pas vraiment. Et souvent, ils sont un petit peu gênés parce qu'ils se sentent presque un petit peu coupables de jouer à des jeux vidéo. Mais maintenant, on leur offre quand même la possibilité de donner des motivations dans les études statistiques qui sont faites, notamment la dernière là, sur IFOP. Le divertissement reste la première raison de jouer, mais il y a de plus en plus de joueurs qui invoquent des capacités du jeu à stimuler ses capacités et à s'épanouir. Une motivation sociale, donc là avant c'était 53%, une motivation sociale 37%, ou bien développer l'imagination, la convivialité, etc. Et qui sont des valeurs qui sont de plus en plus mises en avant par les jeunes, qui ont peut-être eu moins ce problème-là parce que les jeunes, leurs parents ont joué à des jeux vidéo. Moi, quand j'ai joué à des jeux vidéo, mes parents ne comprenaient absolument pas du tout, enfin le monde de la tranche générationnelle au-dessus, elle ne comprenait absolument pas ce qui se passait par rapport aux jeux vidéo. Alors, on va essayer de voir si le temps qui est passé sur les jeux vidéo, on va essayer de voir maintenant les aspects un peu positifs et qui permettent d'expliquer aussi les notions d'apprentissage que tu posais tout à l'heure. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, moi je pense que le mot problématique, c'est pas jeu, c'est travail. C'est que travail, il y a plein de sortes différentes de travail. Oui, mais il y a des choses qu'on fait qui sont stimulantes, qui ont à mon avis les mêmes ressorts que le jeu, parce qu'il faut être créatif, machin. Et puis il y a des formes de travail où c'est pareil, et où les gens peuvent s'épanouir, et des formes de travail plus avilissantes, où il n'y a que de la répétition, des choses où ça demande finalement rien, aucun investissement de la personne. Et celle-là, pour moi, la définition problématique, c'est celle de travail. C'est que les gens, ils ont assimilé travail à souffrance à cause de ce type de travail. Et si on regarde la définition de loisir en latin, par exemple, ocium, c'est... en portugais, c'est facile à expliquer. En portugais, on a ócio, on a negócio. Ócio, c'est le loisir. D'accord. Negócio, vous avez neg devant, c'est la négation du loisir. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire negócio? C'est le business. Donc, le business qui apporte de l'argent et l'inverse de tout ce qui est loisir, plaisir, détente. C'est vraiment un contraste qui oppose les deux choses. D'accord. Donc là, ça montre bien. Et moi, ça ne m'étonne pas que Google cherche des gens qui savent jouer parce que c'est des gens qui vont être à fond dans un truc. Ça leur plaît, donc ils vont le poursuivre à fond, ils ne compteront pas les heures et ils seront créatifs, ils chercheront d'autres pistes, etc. Et alors que les gens qui vont faire un travail de telle heure à telle heure et puis tant pis c'est alimentaire, c'est pas du tout le même état d'esprit. Non, mais ça c'est quand même des choses, c'est des valeurs si tu veux qui sont quand même récentes. Oui, tout à fait. Alors justement, on va essayer de voir un petit peu quand même les apprentissages informels qu'on peut observer dans les jeux. Et à mon sens, la première, c'est peut-être l'apprentissage par essai et par erreur. Dans ma carrière scolaire, il ne fallait pas faire d'erreur, il fallait lever la main, il fallait dire les choses, etc. Donc voilà, pas faire d'erreur et faire attention à ne pas faire d'erreur. Du coup, on ne faisait pas beaucoup d'essais non plus. Parce que... et dans les années 80 est apparu des choses comme ceci, là, qui sont les montres digitales, les Casio, les radio-réveils. Il y avait aussi des choses un peu plus compliquées. Les parents allaient acheter... alors, je ne peux pas voir, moi, je vais sortir du plein écran. Les parents allaient acheter des trucs comme ça, là. C'était des magnétoscopes pour enregistrer les programmes à la télé. Et ça a l'air un petit peu quand même plus compliqué. Alors, sur la publicité, on a l'impression que c'est très simple et très agréable. Mais en réalité, la documentation n'était pas non plus très, très facile. On a des boutons partout, etc. Et les parents avaient beaucoup de mal à programmer ces choses-là. Et finalement, ils se sont rendus compte que les enfants, ils n'avaient pas de problème pour programmer ces choses-là. Et la différence, il me semble, c'est que les parents ont eu un apprentissage habituel dans lequel il ne fallait pas faire d'erreur, ils savaient ce qu'ils devaient apprendre, etc. Et que les jeux vidéo permettent aux joueurs, et même encouragent les joueurs à faire tout plein d'essais pour essayer d'avancer dans le jeu.
Et pour comprendre un dispositif numérique de ce type-là, l'enfant va typiquement essayer d'appuyer sur un bouton, voir ce que ça donne, et puis appuyer sur l'autre bouton, faire une combinaison de boutons, genre un combo dans les jeux vidéo pour voir si ça permet d'aboutir au résultat, puis essayer de se faire une représentation du fonctionnement du dispositif. Donc là, j'avais trouvé un article que je trouvais intéressant du directeur du Xerox PARC, qui est le Palo Alto Research Center. Alors, je ne sais pas si je vais essayer de la traduire en français. Alors, là, c'est surtout sur les jeux multijoueurs et massifs, mais c'est aussi la même chose pour la plupart des autres jeux. Et ils disent ce qui se passe dedans, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par accident. Ou apprendre à être, qui est une conséquence de s'ajuster à une nouvelle culture, et qui est opposé à apprendre au sujet de quelque chose. Finalement, ça ressemble un petit peu à l'apprentissage des langues tel qu'on l'avait vu la dernière fois, où on peut apprendre les langues de façon détachée comme étant un sujet d'étude, ou bien on peut le vivre en essayant de jouer le rôle de quelqu'un qui parle dans la langue qu'on apprend. Et là où l'apprentissage traditionnel est basé sur des exercices gradués de façon appropriée, l'apprentissage par accident, elle se base justement sur l'accident. C'est par l'accident qu'on va finalement avancer. Et ce qu'il dit, c'est que les environnements virtuels ou les jeux sont des plateformes sécurisées finalement pour faire tout plein d'essais et d'erreurs. Et ça, je crois que c'est intéressant. C'est quelque chose en plus d'un apprentissage traditionnel. Et donc, voilà. Une autre chose intéressante, c'est l'apprentissage de la méthode scientifique, et qui a une relation avec l'apprentissage par essai et par erreur. En France, on a une véritable désaffection des jeunes pour les mathématiques, la physique, etc. Donc les sciences dures. Et c'est un peu le cas dans tous les pays industriels. Et des chercheurs ont été étonnés de voir que finalement les jeunes restent très intéressés par la science, mais étonnamment pas dans le monde réel. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont analysé certains jeux vidéo. Ils sont allés voir sur les forums pour voir comment les joueurs interagissaient. Et ils ont essayé de voir s'il y avait des raisonnements de type scientifique dans ce qu'ils étaient en train d'écrire sur les forums. Donc c'est ce qu'ils ont confirmé. Et ensuite, ils se sont déguisés dans les jeux en ligne. Ils ont organisé des guildes, ce qu'on voit dans les jeux massivement multijoueurs. Et puis ils ont recruté des joueurs, mais ils n'ont pas dit que c'était des chercheurs. Et ils ont étudié la façon dont ils réagissaient, ce qu'ils faisaient. Alors, dans les jeux qu'ils ont étudiés, souvent c'est des objectifs qui sont gérés par l'ordinateur, du genre un grand monstre qui a des récompenses. Et on ne peut pas aller l'attaquer tout seul, le monstre. Donc il va falloir s'organiser en équipe. Et ils ont remarqué que les joueurs, qui étaient dans ce cas-là des jeunes joueurs, consignaient en fait tout ce qu'ils arrivaient à comprendre sur le monstre. Par exemple, ce monstre est susceptible au sort de feu, donc peut-être qu'il va falloir travailler dans ce sens-là. Et puis, en fonction, à chaque essai et erreur, ils essayaient de se faire une nouvelle représentation de ce monstre-là pour essayer d'avoir une nouvelle stratégie qui permette de réussir à passer cet obstacle-là. Donc en ce faisant, ils développent la méthode scientifique parce que le monstre, il n'a rien à voir avec la réalité, mais il est régi par des lois mathématiques, c'est de la logique, c'est de la mathématique qui est derrière. Et donc en fait, ils développent une approche qui est celle de la méthode scientifique réelle pour essayer de se faire une représentation la plus proche possible des données observées pour pouvoir réussir à battre l'obstacle. Donc c'est ce qu'ils racontent, ils disent à peu près ça dans le texte, et puis j'ai mis le lien, il y a leur recherche qui est disponible. Donc ça, c'est un aspect positif. Après, il y a le développement de la créativité. Donc là, c'est une étude qui a été faite sur des jeunes de 12 ans, même niveau socio-culturel et même accès au numérique que les autres. Un groupe qui ne joue pas aux jeux vidéo et un groupe qui joue aux jeux vidéo. Et dans cette étude-là, il montre que les jeunes qui jouent à des jeux vidéo sont plus créatifs au niveau du dessin et au niveau des histoires qu'ils peuvent raconter. Là, ce n'est pas complètement étonnant, puisque si le jeu c'est quelque chose de hautement interactif, c'est pas étonnant qu'ils développent des possibilités, des histoires. Ça peut être intéressant aussi au niveau du travail collaboratif, puisque certains jeux, en fait, comme les jeux d'équipe de sport, obligent à un travail collaboratif avec des crises, qui est le fait de réussir un obstacle
Et puis souvent, ils n'y réussissent pas, il va falloir communiquer, il va falloir s'organiser en équipe. Donc il va falloir faire des choses. Certains même vont pouvoir développer des capacités de management de groupe, ou bien gérer des situations de crise. Et tout ça, ça peut être aidé aussi par la médiation au travers d'un avatar. Dans un jeu vidéo, les gens ils jouent un autre personnage qu'on ne voit pas directement. Et pour certains élèves ou certains individus, le fait de ne pas se sentir directement observé dans sa chair, ça peut aider. Et d'ailleurs, il y a des handicapés qui jouent à des jeux et ils sont extrêmement difficiles à détecter parce qu'ils ne vont pas vous le dire qu'ils sont handicapés. Mais du coup, ils se retrouvent dans un environnement où ils ne sont pas du tout jugés sur leur handicap ou sur leur couleur de peau et ils peuvent participer à une sorte de méritocratie, entre guillemets, qui sont les règles du jeu. Voilà, ça c'est des aspects positifs. J'ai une petite question. Est-ce qu'il y a des études ou est-ce que tu as lu des choses sur... est-ce que c'est un environnement bienveillant, l'environnement des jeux? Parce que tu comparais avec des équipes sportives. Moi j'ai juste une petite connaissance maintenant de la cour d'école. Les enfants, les jeunes et tout ça, ils sont extrêmement durs les uns avec les autres. Oui, ouais. Bon là tu parlais de l'histoire de l'avatar. Est-ce que les jeunes ils vont beaucoup sur ça parce que finalement c'est un environnement qui est plus bienveillant? Je ne sais pas, parce que les enjeux sont différents ou Je ne crois pas qu'ils soient plus bienveillants que le monde réel. Est-ce qu'il y a des gens qui sont jetés des jeux parce qu'ils ne conforment pas à une certaine norme ouais. Mais ce qui est rassurant, c'est que c'est un environnement safe pour les essais et les erreurs. C'est-à-dire que dans la cour du collège, quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, vous ne pouvez pas forcément courir comme ça, et puis là vous vous débranchez, quoi, hein. Si vraiment vous avez des imbéciles, vous vous déconnectez, vous jouez à autre chose, vous partez autre part. Là c'est beaucoup plus sécurisé. Et en plus, comme on est au travers d'un avatar, la conséquence n'est pas la même que d'être en conflit au travers de son vrai... En face d'un dragon. Enfin, voilà, en face d'un dragon. Oui, dans la réalité, il y a beaucoup de dragons. Hein. Ouais. Mais on verra, hein, il y a des vrais dangers. Et ça, c'est la deuxième partie. Mais il y a aussi des choses intéressantes dans les jeux. Bon, là encore, les jeux multijoueurs, surtout quand ils sont massifs et persistants. Il y a des chercheurs qui s'intéressent aux aspects sociologiques, psychologiques et économiques, puisque dans certains jeux, il y a une véritable économie, où les joueurs peuvent acheter des objets virtuels, ils peuvent aller ramasser des petites fleurs, et puis les vendre sur l'hôtel de vente, etc. Ça va assez loin. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir voir comment les changements de règles affectent les comportements de groupe. Dans le vrai monde, c'est difficile de changer les lois et tout ça, parce que ça a des vraies conséquences. Dans les mondes virtuels où il y a plusieurs millions de joueurs qui jouent à un monde virtuel, ludique, ça a moins de conséquences que de changer les règles du jeu et de voir comment finalement les joueurs se comportent. Donc du coup, il y a des anthropologues, il y a des économistes, il y a des gens qui s'intéressent donc à la sociologie, qui observent certains jeux dans lesquels il y a beaucoup de joueurs en simultané qui peuvent échanger les uns avec les autres. Donc ça en fait un peu des laboratoires. Voilà, ça c'était les aspects positifs, hein, il y en a quand même beaucoup, hein, c'est super, c'est magnifique. Mais c'est vrai, mais il y a quand même des nuages, il y a quand même des difficultés, il y a des vrais dangers et qui sont très peu connus des joueurs eux-mêmes. Alors, c'est quoi les dangers? Le vice. Ouais. L'addiction. Alors on verra que personnellement, je n'ai pas vraiment rencontré de gens addicts aux jeux vidéo. Par contre, on verra qu'il y a du conditionnement qui est tout à fait possible. Enfin, et qui est autre chose. Oui, mais alors pourquoi? C'est pas forcément un critère d'addiction, je sais bien, mais par exemple, toi, si tu joues beaucoup, est-ce que une semaine, tu peux partir en vacances et tu vas pas jouer et tu vas pas être embêté? Non, sans problème. C'est pas une addiction à une substance. C'est pas ça. Non, mais si ça te manquait, on pourrait dire que c'était une addiction. Si tu avais un réel manque et que tu voulais jouer, tu rentres et tu te jettes sur ton truc. Si tu me donnes un avion de chasse, je préférais conduire un vrai avion de chasse, enfin piloter un vrai avion de chasse qu'un faux, quoi. Hein. Simplement, j'ai pas envie de mourir tout de suite parce que c'est mauvais. Donc c'est vrai que c'est plus pratique pouvoir revenir à la vie. Hein. Mais par exemple, d'avoir envie de jouer et du coup ne pas dormir. Oui, ça c'est un problème. Ouais. Ouais. Et il y a eu des cas de gens qui sont allés jusqu'à l'exténuation et qui en sont même morts. Hein. Ouais. Mais on va voir pourquoi.
Alors, c'est vrai, donc vous l'avez vu, hein, le vrai problème, c'est la durée excessive de jeu. Elle est surtout présente chez les garçons plus que chez les filles, qui d'ailleurs jouent plus à des jeux en ligne que les filles. Il y a une étude, là j'ai mis un lien de l'OCDE en 2015 qui a regardé les jeunes en Europe et qui montre qu'il y a tout plein d'avantages effectivement à jouer à des jeux. On développe des choses, notamment de meilleurs résultats en mathématiques pour cette étude-là, mais que les garçons ont des résultats moins bons que les filles parce qu'ils jouent simplement trop. Ils jouent trop, ils viennent à l'école, ils sont fatigués, un peu fatigués. Et puis surtout, du coup, ils travaillent moins leurs devoirs. Du coup, s'ils travaillent moins leurs devoirs, c'est sûr qu'ils auront des résultats un peu inférieurs. Alors peut-être que pour tous les aspects effectivement positifs qu'on a vus, il n'y a peut-être pas besoin de passer 10 000 heures par carrière scolaire pour avoir certains des bénéfices qu'on a vus jusqu'à présent. Et puis surtout, ces chiffres incroyables dans les jeux massivement multijoueurs en ligne, et de type RPG, les jeux de rôle, où là on est quand même en moyenne, ça c'est une moyenne, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont largement au-dessus, des gens qui sont en dessous, mais bon, c'est une moyenne qui est très importante. Donc, je pense que les problèmes, ils peuvent venir des jeux en eux-mêmes et de la conception des jeux. Ils peuvent venir aussi d'un désintérêt parfois pour certains joueurs pour le monde réel, parce que le monde réel, il n'est pas toujours forcément perçu comme étant fair-play pour des joueurs. Si vous commencez dans un quartier difficile et si vous commencez dans un quartier aisé, d'un point de vue statistique, vous n'allez pas réussir au même niveau dans la vraie vie. Donc il peut y avoir effectivement un phénomène d'échappatoire dans ces jeux. Dans les jeux, on a aussi beaucoup plus de feedback sur la progression. On voit comment on progresse rapidement, on voit si on avance ou pas dans le jeu. Dans le monde réel, si vous allez à la faculté, vous allez avoir un feedback tous les semestres, vous allez passer un partiel. Donc il va falloir attendre un semestre pour avoir un feedback pour voir où vous en êtes. Ce n'est pas un feedback rapide comme on le voit dans les jeux vidéo, etc. Mais c'est peut-être aussi une chance, peut-être que le monde réel pourrait s'inspirer de certains mécanismes ou certaines choses présentes dans les jeux vidéo pour essayer d'améliorer ce que c'est que la société aujourd'hui. Alors, il y a deux mécanismes qui permettent justement d'augmenter la durée de jeu et de forcer des gens à jouer alors qu'ils n'ont pas vraiment envie de jouer. Et ça marche super bien. Il y a les récompenses extrinsèques qu'on va voir et après les boîtes de Skinner. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. On verra. Alors ça c'est en anglais. Je vais juste le débuter puis après je vous expliquerai. Ça va très vite mais la plupart d'entre vous, vous parlez anglais à peu près. Mais après on refera le point. Alors je débute et on va le mettre cette partie là on n'a pas besoin. On va faire ça. Let's talk about a video game or something. Too rarely when playing games do we ask the question why. Why are we doing the things that we do? What makes us want to play this part of the game? Not on some large philosophical level, not asking some big question about why we play, though that could be a great topic for an episode too, but rather in the specific. Why am I bashing this monster right now? Why do I care to watch this cutscene? It's one of the most important questions we can ask, both as players and as designers, yet it's very often overlooked. So, though we've talked about it a little bit here and there in other episodes, we thought we'd explore this in a bit more depth. Thus, today we are going to talk about intrinsic and extrinsic rewards. Usually these terms are applied to a game as a whole. Intrinsic rewards are rewards within the game, new challenges, new levels, more story, etc. And extrinsic rewards are rewards that exist outside the game itself, like money in poker, or playing DDR to lose weight. But this is too broad a view of the concept. We need to look at something more specific and far more important. We need to look at each moment of play. It's an interesting question when playing a game to ask at any given moment, am I doing the activity I'm doing for the activity itself, or am I doing it for some other reason? For example, for me, I played through the fights in Final Fantasy VII in order to get access to more of the story. The activity of actually doing the fights themselves wasn't all that engaging. It wasn't what I was playing them for. Rather, I was wading through them because I had to in order to get something else I wanted. Another good example of this is World of Warcraft. In WoW, I've been conditioned to want certain pieces of gear, so I would grind solely to get that gear. But the problem was just that. I was grinding to get gear, not for the joy of grinding itself. If instead of looking at games as a whole and asking whether their rewards are extrinsic or intrinsic, we look at each element of play and ask this, the question becomes so much more enlightening.
In the preceding examples, the rewards are all extrinsic. If I look at grinding in WoW or combat in Final Fantasy VII in isolation, if I strip away all the other elements of those games, I see that they're not that rewarding in and of themselves. That the only reason we do them is for the externalities. Whereas if I look at something like combat in Bayonetta, puzzles in Professor Layton, or jumping across platforms in a Mario game, heck, even if we look at experiencing the narrative in a good Final Fantasy, or making a really meaningful dialogue choice in Mass Effect or The Witcher or Walking Dead, these are activities that we do for themselves. Their rewards are self-contained, intrinsic to the activity we're doing. As designers, we should always be asking this question, because optimal game design means having every activity be meaningful in and of itself, having each part of your game being engaging rather than simply being a gating mechanism to keep the player from too quickly consuming the reward they really want. And this isn't always possible. Optimal game design isn't real-world game design, but we should always be shooting for it, and we should always be conscious of it. As players, I think it's a worthwhile consideration as well. Upon thinking about it, I realized how many levels I've beaten, how many monsters I've slain, how many treasures I've collected that I just wasn't really interested in, that were merely stepping stones to something else in the game that I wanted. And of late, it's helped me to put down games that I wasn't actually that interested in. It's helped me to say, no, actually, this isn't fair. I'm not going through 20 hours of doing an activity I'm not really interested in, so you can drip feed me the tiny piece I actually want. Which has led me to having a much more satisfying experience with games in general. Donc ça continue, mais je vais l'arrêter là. Vous voyez un petit peu le problème, c'est que dans certains types de jeux, les développeurs vont augmenter la durée du jeu en imposant des activités qui, n'ont pas de challenge, et deux, ne sont pas des activités qui vous font plaisir. Donc en fait, les questions qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire de façon régulière quand vous jouez, est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est un challenge? Parce qu'effectivement, je suis pas sûr de pouvoir y arriver, et du coup, je me sens vraiment impliqué dans le jeu. Et si c'est pas le cas, est-ce que ce que je suis en train de faire, ça m'apporte au moins quelque chose, enfin un plaisir, un bien-être? Dans le cas des jeux massivement multijoueurs, on a tout un vocabulaire dans ces jeux, comme le farming, ou bien grinding. Grinding, c'est le fait de moudre. Ça, c'est des choses qui sont très répétitives, qui indiquent bien que pour les joueurs eux-mêmes, refaire en boucle tout plein de choses qui ne sont pas du challenge et qui sont donc répétitives, ça ne leur apporte pas du plaisir. Et c'est une technique qu'utilisent des développeurs pour augmenter donc la durée de vie de leurs produits, pour pouvoir justifier un abonnement, comme ça vous allez vous abonner dans certains jeux de ce type-là. Et psychologiquement, pour les joueurs, c'est même difficile de partir ensuite du jeu parce qu'il s'est dit j'ai investi tellement de temps dans des récompenses justement souvent extrinsèques, alors ils ont des meilleures armures, des objets, etc., qui ne qualifient pas vraiment leur niveau en tant que joueur. C'est pas forcément devenu... Si on vous donne des récompenses parce que vous êtes connecté 25 heures par semaine, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes un meilleur joueur. Parce que si je vous donne une récompense parce que vous avez réussi une compétition, vous êtes dans les 10% des gens qui ont été en compétition, là c'est une récompense qui est effectivement intrinsèque. Et donc les gens, les joueurs, comme ils ont envie d'avoir une progression, et puis comme il y a aussi de l'influence sociale des autres joueurs qui sont autour, peuvent être amenés à jouer de façon trop importante, sans qu'eux-mêmes en soient contents. Donc 25 heures, peut-être qu'il y a 5 heures qu'ils ont apprécié, et puis 20 heures en fait, qui étaient plus un travail qu'autre chose. Mais ils ne connaissent pas trop ces mécanismes de ce que c'est qu'une récompense extrinsèque et une récompense intrinsèque. Il y a même des recherches qui ont été faites sur des jeunes auxquels on donne des puzzles à résoudre, donc des exercices à faire. Et les groupes pour lesquels on donne des récompenses extrinsèques, en leur disant, ça dure 1 heure, à la fin de l'heure, vous faites vos puzzles, et puis à la fin de l'heure, on va vous donner des récompenses. Ces étudiants-là, ces jeunes-là, vont résoudre moins bien en fait les exercices que les jeunes qui n'ont pas de récompense extrinsèque, voire pas de récompense du tout, parce qu'au bout d'un certain temps, les gens ne vont même plus faire l'activité pour l'activité elle-même, mais pour la récompense. Et c'est une façon de démotiver des gens sur l'intérêt intrinsèque qu'ils peuvent avoir pour une activité. Il y a des recherches qui ont été montrées sur l'argent. Si vous donnez beaucoup d'argent à des gens,
de plus en plus d'argent. Des gens qui font des activités qui sont fastidieuses et donc physiques et difficiles, là ça marche, ça les motive. Mais pour des activités qui sont cognitives, créatives et intellectuelles, en fait les gens essayent de faire le moins possible pour essayer d'avoir la plus grosse récompense qui est en fait la récompense extrinsèque. Et ils sont démotivés par l'activité qui était celle pour laquelle ils sont payés par des récompenses extrinsèques. Donc voilà, donc les récompenses, c'est pas forcément extrinsèque en tout cas. Pardon ? Tout pareil que les notes. Tout pareil que les notes peut-être, ouais. Et en plus les notes, c'est pas toujours très fréquent. Ouais. Donc voilà, ça c'est un danger. J'ai mis, voilà, j'ai pas mis de lien, mais j'essaierai d'en rajouter sur les recherches sur ce domaine-là. Et puis il y en a un autre danger, c'est ce truc-là, c'est des boîtes de Skinner. Alors, qu'est-ce que ça ? Alors, c'est nouveau le même, ça va nouveau vite, mais on refera un peu. In the early 1930s, a man named Bertus Frederick Skinner began to study psychology in a radical new way. See, before him, we only knew how to condition reactions. We could condition a person to be terrified of pumpkins or hungry at the sight of office supplies. But Skinner theorized that you could go one further. He theorized that you could condition volition, that you could change the way that people made choices. So why are we talking about it? Because a vast number of today's games are built upon Skinner's discoveries, and it's starting to become a bad habit. But before I get ahead of myself, let's take a closer look at what Skinner did. Skinner created a machine, a simple box with a button in it, that he would put pigeons in. When the pigeons pecked at the button, the machine would give them food. He then hooked the box up to a recording device so he could tell how often the pigeons pecked the button. Seems simple enough, so why was this so groundbreaking? Because pecking the button is active. This wasn't just an automatic reaction to stimuli, it involved making a decision. So if Skinner could show that he could consistently change how often the pigeons pecked the button, he could show that he could condition them to make a specific choice. This is called operant conditioning. Now there were two amazing parts to his findings. 1, operant conditioning works on humans. 2, simply rewarding someone every time they do an action isn't the best way to keep them continually doing that action. Rather, if you provide a reward to a person after they perform the action a random number of times, or only give a reward once every so many minutes, these methods are far more effective at conditioning someone to repeat an action. Skinner often talked about operant conditioning in terms of gambling. Most gambling games are not rigged in the gambler's favor, and oddly enough, most gamblers are well aware of this. And yet, they continue to gamble rather than perform an equally strenuous job that has a regular payout with a higher net profit. Consider which activity people will tell you is more fun. Spending 8 hours in a casino playing the slots and ending up with $100, or pushing a button in a factory for 8 hours and getting a paycheck for $100 at the end. This is all compounded by another discovery of Skinner's research. He demonstrated that primary conditioners, or rewards that are fundamental biological needs, food, water, sex, etc., have a diminishing effect once a person reaches satiation, or the biological limit of their needs. But then there are secondary reinforcers, things outside the biological realm, like money or social approbation. These things generally don't hit a satiation point. You can probably see where we're going with this. Many of you have played Farmville or World of Warcraft well past the point where it was fun. Why? Because those games are very clearly built around reward schedules. The entire design of both of those games is to condition you to continue to repeat an action that has long since lost its novelty, that has long since become tedious. Actually, before we continue, quick disclaimer. Being conditioned to do an action and being addicted to something are very different. We're not going to go into the addiction thing today, but I just wanted to acknowledge the difference. All we're going to talk about today is how games can condition us. Voilà, après il continue, mais vous voyez un peu le principe. L'expérience qui marche sur les humains, si vous donnez une récompense de façon, par exemple, vous avez un enfant et vous lui dites tu te brosses les dents, et puis si tu te brosses 5 fois les dents là le soir, je te donne une récompense la 5e fois, il va le faire peut-être pour la récompense, mais il sera beaucoup plus motivé si vous lui dites tu as une chance sur 5 aujourd'hui d'avoir la récompense si tu te brosses les dents. Ce que font les jeux vidéo, c'est que vous tuez un monstre, dans les types RPG et MMORPG, j'ai l'impression que tu connais un petit peu. Vous tuez un monstre et puis vous pouvez avoir une récompense, mais vous savez, parce que vous lootez le monstre, c'est-à-dire vous prenez ce qu'il a sur lui, et c'est exactement la même chose que les machines à jeu dans les casinos. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on connaît ces mécanismes-là. Et les casinos sont tout à fait légaux en France. On sait très bien que les gens vont être emprisonnés dans ce mécanisme-là,
et que ce n'est pas du tout pour leur bien-être, et pourtant on laisse faire, quoi. On laisse faire parce que ça génère du profit, etc. Mais c'est donc problématique. Donc que faire? Il est important de savoir que ces mécanismes existent, et quand vous jouez à un jeu, regardez si la récompense qui arrive, est-ce qu'elle est intrinsèque ou extrinsèque? S'il y a trop d'extrinsèque, c'est un problème. Et est-ce qu'elle est basée sur un mécanisme aléatoire? Si elle est basée sur un mécanisme aléatoire, vous êtes des pigeons, quoi. Vous êtes des pigeons, des rats, etc. Et puis vous êtes conditionnés à jouer beaucoup plus, jusque parfois des extrêmes, où les gens vont jusqu'à l'exténuation physique, parce qu'ils sont dans ces boucles-là et dans ces mécanismes-là. Donc ça, c'est un peu ça, le vrai danger. Donc pour ma part, je ne recommande pas ou plus des jeux type RPG ou MMORPG, parce qu'ils se basent beaucoup sur ces mécanismes-là. Ce n'est pas le problème sur des jeux comme Minecraft. Les jeux comme Minecraft, il n'y a pas de récompense extrinsèque, et il n'y a pas de boîte de Skinner dans ces jeux-là. Ils sont axés essentiellement sur la créativité, on donne tout plein de possibilités comme les Lego. Puis là, les enfants, ils ont un bac à sable, et puis les grands, les adultes, ils ont un bac à sable, et puis ils peuvent construire ce qu'ils veulent dedans. Et leur récompense, c'est ce qu'ils auront réussi à construire, quoi. Et puis après, à la cour de l'école, ils vont dire « Regarde ce que j'ai construit, t'as vu, j'ai fait une vidéo sur YouTube, t'as vu comme c'est beau mon truc, machin, etc. » quoi. Et la récompense, c'est ça, c'est une récompense intrinsèque. Alors, c'est en train d'un peu s'améliorer, hein, au bout d'un certain temps, les joueurs se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, mais au bout d'un certain temps, beaucoup de joueurs quittent le jeu et puis vont faire autre chose. Donc on n'est pas du coup dans de l'addiction, mais on est dans de l'exténuation et puis dans du conditionnement de comportement, donc d'influence de comportement. Malheureusement, ce type de mécanisme, c'est pas mal retrouvé dans les jeux sociaux. Si vous voyez des gens qui vous disent « je me connecte à ce jeu-là pour faire mes points aujourd'hui parce qu'il faut que je fasse mes points, etc. » vous êtes probablement aussi dans des devoirs que les gens font, non plus par plaisir, mais parce qu'ils sont conditionnés à avoir des récompenses extrinsèques, justement, de l'or virtuel et des trucs comme ça. Donc du coup, c'est pas évident, parce que d'un côté, on a vu qu'il y a tout plein d'intérêts à jouer à des jeux vidéo, parce qu'on développe des compétences, des soft skills, des méthodes d'apprentissage qui peuvent être utiles dans le monde réel. Mais d'un autre côté, il y a des dangers qui peuvent être induits par les développeurs eux-mêmes. Donc il faut simplement savoir que ça existe et se poser de temps en temps la question, pourquoi est-ce qu'on joue? Est-ce qu'on y prend encore plaisir? Et est-ce qu'on n'est pas justement un petit peu conditionné par des développeurs qui ne sont pas forcément très scrupuleux? Voilà. Alors, je vais enlever la vidéo. La partie sur laquelle on va aller par contre beaucoup plus vite, c'est ce qu'on peut en tirer pour l'éducation. Parce que vous avez déjà vu les jeux sérieux. Il y a un terme que vous connaissez peut-être qui est la gamification, ou la ludification en français. L'idée, c'est d'essayer d'utiliser certains mécanismes des jeux pour essayer de l'intégrer dans des activités d'apprentissage pour essayer de motiver les jeunes. Alors vous pouvez faire des récompenses extrinsèques de nouveau, mais il ne faut pas abuser parce que c'est pas forcément une bonne idée, on l'a vu sur le comportement. Ce qui est intéressant, il me semble, c'est les mécanismes de feedback, de pouvoir voir sa progression. Mais on le voit maintenant dans les MOOC, on peut voir le pourcentage auquel on est dans le chapitre ou dans l'ensemble de MOOC, ce genre de choses. Avoir du feedback. Aux États-Unis, la plupart des gens ont la possibilité de voir en temps réel leur consommation électrique. Le simple fait qu'ils peuvent voir en temps réel leur consommation électrique, ils diminuent, ils améliorent en fait leur consommation électrique parce que simplement ils ont un feedback. Donc le fait d'avoir du feedback, c'est vraiment utile pour pouvoir se positionner et ajuster son comportement ou en tout cas sa motivation à continuer. On va pas avoir le temps de voir la vidéo, mais je l'ai mis ici et ce gars-là, il est pas mal. Il a un site internet où il montre tout plein d'aspects qui sont liés à la gamification. Dans la gamification, un des aspects qui me semble le plus intéressant, c'est ce qu'on appelle la micro-certification. Je ne sais pas si vous connaissez. Dans certains jeux, quand vous réussissez des choses, vous avez souvent des badges. Vous avez quelque chose, vous avez des badges pour avoir fait des choses. Ou dans les MOOC. On a des badges maintenant, c'est ça? Vous les avez vus? Dans lequel? On en a eu. Vous avez eu des MOOC, ouais. Des badges. C'était dans quel MOOC? Dans le gestion de projet? Oui, ça a validé en fait chaque chapitre. Ah, ok. La nuit, c'était pas possible.
Et alors, est-ce que c'était un open badge? Ça veut dire? Alors, un open badge, c'est quelque chose qui a été... il faut que j'enlève la... Partageable. On va l'enlever aussi, elle. C'est une image qui est un badge. Mais dans cette image, dans ce badge, il y a des métadonnées et qui indiquent ce que vous avez fait pour avoir le badge. Et le badge, il est créé par un enseignant, par une institution, qui permet de certifier, oui, j'ai donné ce badge-là à cet apprenant ou ce participant pour certifier qu'il a réussi à développer cette compétence-là. Et les open badges, on peut les rajouter sur des choses comme LinkedIn, on peut rajouter ces open badges dessus. On peut plus sur Facebook ou sur je sais plus quel réseau on pouvait, et on en a eu après chaque module, c'est ça Alors c'est peut-être effectivement des open badges qu'il a fait. Et dans ce cas-là, c'est super. C'est vraiment très bien. Parce que une difficulté de l'enseignement traditionnel, c'est que vous avez un diplôme à la fin de l'année. Et ça va être votre badge, quoi. J'ai réussi mon truc. Mais par contre, si l'étudiant part en cours d'année, il a rien. D'une part, il est obligé d'attendre très longtemps avant d'avoir sa récompense. Mais en plus, en cas d'échec, c'est du 100% d'échec. Alors qu'au cours de l'année, il a peut-être quand même réussi à acquérir certaines compétences, même s'il n'a pas eu l'ensemble de l'année. Et à ce moment-là, les open badges sont vraiment super utiles parce qu'elles permettent d'encourager les apprenants en sachant qu'ils auront au moins quelque chose. Et du coup, s'ils réussissent déjà quelque chose, ils vont peut-être être encouragés pour continuer. Je vais continuer, etc. Voilà, donc ça c'est le principe des open badges et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les jeux vidéo et qui s'inspire un petit peu du jeu vidéo et je crois que c'est vraiment une très bonne idée. Et donc cette dame elle explique très bien aussi ce que c'est, comment ça fonctionne, comment les utiliser, etc. Les jeux sérieux, ça vous avez vu. Moi j'en connais pas énormément en fait des jeux sérieux. Vous en connaissez? Et ça vous a semblé pertinent, intéressant? Non. Ok. C'est l'impression que... Ah, d'accord. Ok. D'accord. Parce que la difficulté du jeu sérieux, c'est d'arriver vraiment à réunir des gens qui ont des compétences dans le domaine qu'on veut transmettre et des gens qui savent ce que c'est qu'un jeu et qui savent en faire vraiment un jeu. Et au départ, c'est pas forcément évident parce qu'on peut voir des jeux sérieux qui ressemblent plus à du PowerPoint interactif et qui n'intègrent pas vraiment ce que c'est qu'un jeu. Ce qui est forcément un jeu, c'est des simulations, par exemple. Il y a quelques années, enfin il y a une quinzaine d'années quand même, je travaillais au Planétarium et j'avais fait un petit jeu en Flash. Ça fait peur, ça fait peur, c'est normal, c'est pas très beau, mais bon, 15 ans quand même. Et là l'idée c'était de comprendre comment mettre une sonde en orbite. Et ça c'est pas évident, mettre une sonde en orbite, parce que vous avez des équations pas simples, les équations et tout. Et puis surtout, c'est pas évident parce qu'on a une intuition de ce que c'est que se déplacer dans un champ gravitationnel qui est uniforme. Il est uniforme partout, le champ chez toi, il est la même chose que chez moi. Mais par contre, autour de la Terre, il n'est pas uniforme parce qu'il est moins fort quand on s'éloigne de la Terre. Ça, on n'a pas cette expérience-là puisqu'on reste au plancher des vaches, nous. Et puis, quand on tourne autour de la Terre, évidemment, il change de direction. Donc là, le but du jeu, c'était d'arriver à mettre une sonde en orbite. On ne la voit pas bien, l'orbite, elle est jaune ici, mais elle est quasiment invisible. Et on peut changer la direction à laquelle on l'envoie, on pouvait changer la vitesse, machin, etc. Et on a des petits boosters sur la sonde pour donner un petit coup de booster, là, donc une accélération dans la direction qu'on souhaite, puisqu'on a 4 directions. Donc si on lance, la sonde est lancée, tout va bien. La sonde part, et puis plus elle se rapproche de la Terre, et plus elle est attirée par la gravitation de la Terre, donc elle a une vitesse importante, puis après la vitesse diminue, et puis ça reprend. Et en fait, en jouant avec ça, on peut essayer de comprendre en fait quand c'est intéressant de faire des coups de booster, quand c'est intéressant de placer une accélération, et comment on peut arriver à une orbite géostationnaire avec un minimum de carburant. Parce que vu le coût du carburant en orbite, ça coûte quand même très cher le kilogramme, donc il faut arriver à utiliser un minimum. À votre avis, vous feriez quoi là pour mettre une sonde en orbite là? Vous ferez quoi? Vous ferez. Vous voyez les coups de booster, c'est une petite accélération.
vous éjectez du gaz dans une direction, ce qui va faire bouger la sonde dans un sens ou dans l'autre. Vous feriez quoi Alors en fait, le plus simple, c'est d'expérimenter, par essai, par erreur, et vous allez voir là où ça marche le mieux. Là où ça marche le mieux, c'est de donner une accélération lorsque la vitesse est la plus importante. Et elle est la plus importante lorsqu'elle est ici, proche de la Terre. Et là, en quelques coups, j'arrive déjà à aller beaucoup plus loin de la Terre, alors que si je ne l'avais pas fait, j'aurais dû mettre beaucoup plus de coups, etc. Et puis après, lorsqu'elle a une vitesse qui est de plus en plus lente ici, là, je peux donner de l'accélération. Puis je vais commencer à, bon, c'est un peu raté, mais je peux commencer à circuler, faire une orbite circulaire autour de la Terre, ce qui est l'objectif de l'orbite géostationnaire. Voilà. Mais ça, c'est intéressant, non pas cet exemple en particulier, mais de donner l'accès à des simulations dans lesquelles on peut jouer et avoir une expérience vécue de ce que c'est que d'être une sonde, machin, plutôt que d'étudier des équations qui, pour vous, qui vont pas vous donner une grande intuition. Donc du coup, ce qui me semble être finalement la compétence ultime dans les jeux sérieux, ce serait finalement d'être capable soi-même de développer ses propres simulations ou ses propres jeux. Si vous êtes capable de faire ça, ça devient intéressant. Parce que imaginons que vous étudiez une épidémie, propagation d'une épidémie, on peut étudier effectivement tout ça. Le plus intéressant, ce serait de pouvoir simuler l'épidémie en question, de pouvoir jouer avec la densité de population, de pouvoir dire, tiens, si j'arrête les transports aériens, comment l'épidémie va se propager, est-ce que ça va être mieux ou moins bien, etc. Et donc être capable de développer des simulations ou des jeux, pour moi, ça ressemble à une compétence presque ultime, parce que ça peut vraiment aider dans la réflexion sur la résolution de problèmes, la compréhension de problèmes, etc. Alors il y a des jeux qui font presque ça. Par exemple, Minecraft, c'est un bac à sable. Il y a des gens qui font des jeux dans Minecraft parce qu'il y a des briques logiques et on peut créer des jeux dans Minecraft lui-même. Les mods, c'est les modifications de certains jeux. Certains développeurs sur PC, pas sur console, donnent accès en fait aux outils qu'ils ont utilisés pour créer le jeu et permettent aux joueurs de créer de nouveaux niveaux avec des outils qui sont vraiment très performants. Par exemple, sur la phobie sur les araignées, c'est Ok, voilà ça. Arachnophobie. Il y a des chercheurs qui ont utilisé un jeu qui s'appelle Half-Life. Ils ont fait un mode avec ce jeu-là, justement pour aider les gens à s'immerger dans des endroits avec des araignées et à s'habituer simplement à la présence d'araignées. Et les gens écrivent quand ils voient les araignées sur le jeu vidéo. Ils crient vraiment. Et après, ça les habitue à penser que oui, ils peuvent être en présence effectivement d'araignées, etc. Et ça a des résultats positifs. Après, l'ultime, c'est de savoir programmer. Il y a des environnements de programmation pour les jeunes, notamment faits par le MIT. Il y en a un qui s'appelle Scratch. Voilà. Et ça, c'est de la programmation avec des briques logiques. Donc là, les enfants peuvent utiliser des briques logiques pour construire en fait des programmes. Il y a aussi des environnements qui permettent de créer des jeux et donc des simulations comme Unity. Et Unity, c'est un outil qui permet justement de créer des jeux et qui sont gratuits. C'est des outils qui sont super puissants, qui sont gratuits, qui permettent de créer des simulations ou des jeux. Alors il est certain que tous les enfants ne vont pas devenir des développeurs. C'est pas si simple que ça non plus. C'est quand même, il faut développer un sens logique, etc. Mais pour ceux qui arrivent, c'est vraiment quelque chose qui peut être extrêmement puissant. Voilà, on va s'arrêter ici. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, ou des choses qui n'étaient pas claires. D'ailleurs, on va juste terminer avec ça. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ne jouent pas à des jeux vidéo? Ok, d'accord. C'est pas grave, Donc deux sur combien? Une quinzaine? Ouais. Est-ce que les choses comme Candy Crush... C'est un jeu, oui. C'est un jeu, ça fait partie des jeux. Ouais. Donc vous êtes une joueuse. Donc c'est Candy Crush. Et alors justement, quel type de jeu vous jouez? Tout à fait. Moi, N'hésitez pas. j'ai joué
Je mettrai l'enregistrement si vous intéresse et les diapos, je les mettrai après sur le groupe Facebook. Ouais. Merci. Au revoir. Moi, je pense que je joue 10 secondes avec Candy Crush, ça me prend la tête. Je sais pas. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi je jouerais à Candy Crush? Moi, j'ai jamais joué à Candy Crush. Encouragez-moi pour que j'essaye plus que 30 secondes. J'ai commencé avec Tetris. Ah, ça c'est super. C'est le principe. Ah, ok. Tetris, c'est excellent. C'est le jeu traditionnel. Oui, voilà. Mais on joue quand on s'ennuie ou on joue vraiment jouer à Candy Crush? Parce que tout le monde, je vois dans le train, partout, tout le monde. Je continue avec Candy Crush parce qu'il y a on ne peut jouer que pendant une demi-heure ou quelque chose parce que vous avez 5 vies. Et après les 5 vies, il faut attendre. Et il faut attendre 2 heures, 3 heures pour que. On va avoir pour jouer? Oui, voilà. Alors c'est bien parce que comme ça, je ne joue pas toute la nuit. D'accord. Sinon, c'est payant, c'est ça. Ça, c'est le problème Oui, des jeux. C'est le problème des jeux free-to-play qui ont des modèles économiques qui sont. Ouais, c'est pas forcément clair. Des jeux sérieux, des jeux de monde, quelque chose de sérieux. D'accord. Je n'ai jamais essayé quelque chose comme ça. Mais tous les jeux sont sérieux d'après les ouais, c'est très bien. Les Scrabble, etc., c'est super. J'aime bien. Ouais. Et donc même on pourrait appeler Mahjong un jeu vidéo. C'est un jeu, mais une fois qu'il est en format vidéo, numérique, c'est un jeu vidéo. C'est la seule définition. Et puis voilà, puis vous pouvez jouer contre d'autres joueurs que vous connaissez pas forcément. Dans le jeu vidéo numérique, il facilite surtout l'accès à la notion de jeu. Qu'est-ce qu'on pourrait se donner comme tâche pour l'atelier débat? Qui nous montre leur jeu. Chacun nous montre lequel.